Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Koulouna ont été condamnés. Il faut dire que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoumou dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférés dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Nous considérons que les actes que posent les Koulouna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire, qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières sont restées sans père, des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Koulouna venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas, évidemment, cristallisé un climat de paix et de quiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter
que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici dresser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire, ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Ce n'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Et le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. C'est Kuluna. Et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61
dans le même sens. Mais à l'exception faite, lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine. Vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après ils négocient pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague. Mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Longinayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout.